Est-ce qu'on nous entend? Est-ce qu'on nous entend? Je suppose que oui. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la première édition du Salon Tactique, une équipe que vous allez une émission que vous allez pouvoir retrouver tous les soirs sur la chaîne L'équipe FR et ce sera tout le long de la Coupe du Monde. On va pouvoir discuter des matchs du jour, d'accord? On va pouvoir les décrypter et surtout on va pouvoir parler des choses en profondeur, un petit peu plus de tactique et je serai accompagné de personnes que j'ai rencontrées pour l'occasion, mais dont je connais le travail et que j'estime. Donc ça me fait super plaisir. C'est un vrai honneur de pouvoir parler football aujourd'hui. Je suis accompagné de Dan et de Raphaël. Je vais les saluer. Bonjour Dan, comment vas-tu? Salut Isaac, ça va très bien, ça fait vraiment plaisir de faire cette émission avec toi et j'espère que cette Coupe du Monde va être cool. Franchement, je pense qu'elle va être cool aujourd'hui. On a eu vraiment une belle journée. On va en discuter, on va refaire les matchs. Vous avez vu un petit peu la rivière qui vous déroule le programme, mais on est également accompagné de monsieur Raphaël. Raphaël Cosmidis, comment vas-tu, monsieur? Ça va et toi, Zach? Ouais, ça va super. Moi, j'ai la forme, moi. Bah écoute, on est obligé d'avoir la forme après une journée de Coupe du Monde comme ça. Beaucoup de choses à raconter, hein. On va avoir peu de temps Après une pour tout journée de Coupe dévoiler, je du Monde pense. comme ça, après un joli week-end également avec le France-Espagne, je sais que vous l'avez vu, je sais que vous l'avez vu. Ouais, on va peut-être éviter de parler de certaines performances, Zach. J'aimerais me concentrer sur le football, tu vois. Donc on va. J'ai vu certaines choses, hein. C'était en fond, j'étais avec des amis, on a eu quelques phrases un peu assassines, notamment sur toi. Donc Une on belle va, on va, attaque de la on va rester, profondeur. on va rester sur les pros, tu vois. Allez, restons sur les pros, j'accepte gentiment les petites vannes, etc. Donc, je vous explique à nouveau un petit peu le principe. Donc, le chat, on vous voit, donc c'est grave cool. On va parler aujourd'hui des matchs de la journée. Donc, à chaque fois, on fera ça. On va également préparer et parler des matchs de demain et notamment celui de la France, d'accord? Et en fait, aujourd'hui, on va le faire sous un prisme un peu plus tactique. Et donc, vous voyez, par exemple, derrière Dan, il y a un superbe tableau. Dan, qu'est-ce que tu comptes faire avec ce tableau et ces petits pions-là? Bah écoute, là si tu veux, c'est les compos, les systèmes de Sénégal-Pays-Bas. Donc Ouais, on voulait ici montrer un peu la fonction des pistons pour presser, des pistons d'un 3-5-2 pour presser ouais. une défense à 4. Et voilà, les Pays-Bas ont fait quelque chose dans le pressing, par exemple, qu'on n'a pas vu par le Qatar. Le Qatar a Ouais. préféré, en disant ça de manière courte, le Qatar a préféré garder ses pistons reculés, alors que les Pays-Bas. Est-ce que tu veux que je développe maintenant? Ah, mais franchement, moi, c'est magnifique. Je vois que je t'ai lancé de manière super chaude, donc ça fait plaisir. Donc, tu sais quoi, on va parler tout de suite. Dans quelques instants, je vois que tu étais prêt, tu étais chaud à partir. Je suis Mais chaud, je suis chaud. ouais, donc, on va y aller, il n'y a aucun souci. Mais je crois que Raphaël aussi, il a son petit Ouais, tableau. en fait, je vois que Dan est déjà très très actif, tu vois, donc il faut vraiment que je me mette au niveau de cet homme. Oui, prépare-toi. Voilà, en plus, il m'a payé un resto dans les 48 heures qui viennent de s'écouler, donc il faut vraiment tu vois, que je le rejoigne dans cet événement. Je suis en train de préparer mon petit tableau sur Angleterre, Iran de mon côté, tu vois, ne me troublez pas. Ok, bah let's go. Et bah ça me fait super plaisir. Je vois vos messages dans le chat, donc je vais demander parce que nous avons une régie avec nous, etc. Donc on va demander à monter un petit peu le son de Dan si possible. Mais voilà, on va parler un petit peu tactique. Donc vous l'avez compris, ce sera du foot un petit peu plus pointu, ça fait plaisir. Et on va commencer, je pense, directement. Et vous préférez, alors Raphaël, vu que tu es encore en train de faire ton tableau, est-ce que tu as envie qu'on commence dans l'ordre chronologique par Angleterre-Iran ou alors, vu que Dan était déjà chaud sur Sénégal-Pays-Bas, tu as envie d'aller directement sur Sénégal-Pays-Bas, c'est votre call. Euh, Ça dépend de ce qui vous a motivé le plus. Moi, le Angleterre-Iran, forcément, c'était le premier match de la journée, donc c'est celui déjà qui est un peu le plus loin. Je pense que le Sénégal-Pays-Bas, je viens de le revoir à nouveau, donc ça veut dire que j'ai déjà vu deux Ouais, fois. Je pense qu'on peut commencer par ça. Je pense aussi que Dan trouvera que c'est le match le plus intéressant des deux de l'après-midi, de ceux let's qu'on go. a vus. Donc, Ouais, ouais, après, moi, je suis, Sénégal-Pays-Bas, ouais, c'était. ouais, on te suit, Raph. Oui, je sais qu'en plus, tu écriras un article qui va paraître demain sur le site de l'équipe. Euh, Zach, qu'est-ce qui t'a marqué déjà? Qu'est-ce que tu as pensé du match et est-ce que tu l'as Alors, trouvé intéressant? oui, Parce qu'il n'y a oui, pas eu oui, oui. tant d'occasions que ça finalement. Il n'y a pas eu tant d'occasions que ça, mais tu vois, pour être honnête avec toi, déjà, j'ai bien aimé le match.
passé un moment agréable alors qu'il n'y avait pas beaucoup d'occasions paradoxalement. Et un des trucs que j'ai noté en première mi-temps, c'est que j'ai vu des Sénégalais qui ont mis beaucoup d'intensité, qui avaient une grosse assise défensive et un milieu très travailleur. Et personnellement, j'ai trouvé que que ça leur a réussi, même s'ils ont peut-être manqué un petit peu de qualité dans le dernier tiers. Je te dirais que ça a été bien. Je les ai vus, enfin en tout cas c'est quelque chose que j'ai remarqué, ils n'ont pas beaucoup pressé. J'ai l'impression surtout qu'ils avaient beaucoup cadré. Ils avaient joué avec une sorte de bloc où ils fermaient un petit peu les lignes de passe, où les milieux compensaient beaucoup, notamment quand les Pays-Bas passaient par les côtés, parce que du coup ils ont dû passer beaucoup par les côtés. Mais c'est un match vraiment que j'ai beaucoup apprécié. Et à la fin de la première mi-temps, je sais pas si c'était votre impression aussi, mais je me suis dit, ah, les Sénégalais sont mieux que ce que j'attendais. Alors je sais pas si vous attendiez les Sénégalais à ce niveau-là, mais moi, à la fin de la première mi-temps en tout cas, j'ai eu le sentiment d'une bonne surprise, tu vois. Bah, déjà, il faut se souvenir de la Coupe d'Afrique des Nations, où c'était de loin l'équipe avec le plus d'ambition dans le jeu. Je pense que Zach, tu avais dû voir cette Coupe d'Afrique des Nations où le Maroc a encore brillé. Mais c'était vraiment une équipe dominante sur pas mal d'aspects, qui était capable avec le ballon de faire des choses que les autres nations ne savaient pas faire, Ouais, qui, on se le rappelle, a fait des matchs contre des équipes très prudentes. On se rappelle de l'Égypte de la CAN, qui était très difficile à supporter, hein, l'Égypte de la CAN, avec des terrible. gardiens qui voulaient jamais sortir et qui faisaient semblant de se blesser toutes les 5 minutes. Je m'égare un peu, Ça m'a beaucoup mais le plu, Sénégal moi. savait presser. Ouais, ouais, parce que Yabarski, toi, vous en Dan, rappelez, hein? il est masochiste en fait, Dan. Forcément, il aime pas ça. Mais non, mais c'était une équipe qui était un ton au-dessus du reste de la compétition, je trouve, sur la Coupe d'Afrique des Nations. Là, la variable, c'est évidemment l'absence de Mané. Et je trouve que malgré tout ça, ils ont joué avec beaucoup de personnalité. Ils ont su s'imposer, aller dans le camp adverse, comme tu l'as dit, dès la première période. Et ça, c'était assez intéressant parce que les Pays-Bas sont quand même censés être une équipe qui maîtrise assez bien et qui est capable de rivaliser avec les meilleures nations. Et le Sénégal, sur le plan du jeu, je trouve, a pas été en dessous. Et ça, c'est vraiment un aspect très positif quand tu vois le niveau du reste de la poule et le match de l'Équateur qui est difficile à évaluer. Peut-être qu'on en parlera un moment. Ouais. Mais c'est un premier match, je trouve, assez encourageant, notamment sur le plan tactique, où tu l'as dit, en termes d'intensité. C'est peut-être une des équipes qui a été la plus forte sur cet aspect-là depuis le début de la compétition. Ouais, sur T'en as pensé quoi, l'intensité et toi, Dan, t'es d'accord? et sur le plan tactique, pour ajouter à ce que dit Raph, même avec le ballon, il y a eu déjà des idées. On sent qu'il y avait de la préparation dans le match, qu'ils avaient anticipé certaines choses. Et c'était intéressant parce que pour le coup, ils ont un milieu donc, ils n'avaient pas, parmi leurs trois milieux, donc Gay, Nampalys Mendy et Et Kouyaté, Kouyaté? pas forcément des joueurs susceptibles de recevoir le ballon très haut entre les lignes, venir s'insérer forcément. Et donc, il fallait avoir d'autres idées, à la fois les faire jaillir et surtout essayer d'avancer sur le terrain sans forcément en passant par des passes casse-lignes à l'intérieur et donc pas mal de jeux longs et notamment un de Ligt qui a Embêté. vécu un Embêté, match ouais. très difficile Ok, oui. face à Ismail Assar. C'était vraiment un cauchemar. J'avais l'impression de revoir Leboeuf contre El Hadji Diouf. J'ai revu le match de 2002. Je te jure que c'était le même genre de sensation, c'est-à-dire un mec qui t'échappe comme ça et que tu peux pas attraper Mm. autrement que faire faute quand Ouais, faisant ce À la genre Ismail de Assar jeu. lui a différence, mis des bouillons. Ismail Assar lui a mis des bouillons. À la différence d'Anne, que c'était un peu plus prévisible quand tu vois que De Ligt joue axe droit dans une défense à 3, que Voilà, alors forcément, quand tu vois comment le système se calque, il allait devoir défendre côté. Et c'était peut-être, là, on peut parler des centres néerlandais, je pense qu'on va développer chacun de leur profil, mais pas du tout le profil idéal pour tenir ce rôle contre ce Sénégal-là. Et on parlera notamment d'un joueur qu'on aime bien, qui est resté sur le banc, mais qui est un super défenseur, qui est un peu plus hybride. Est-ce que tu as ouais, envie c'est tout le. de suite, Nathan, de parler, enfin en rebondissant sur ce qu'a dit Raphaël, mais tu as envie aussi de parler de ce que tu avais préparé sur les pistons et après on discutera Non, parce que non, j'ai mais vu que dans le c'est chat, l'heure eux, ils et c'est commençaient ce à dont parler de on a Mendy. discuté. Ah ouais. Ils ont commencé alors ça enchaîne sur quoi là? Ah là, ils parlaient de Mendy. Il y a eu 3-4 messages sur Edouard Mendy qui, d'après eux, a une responsabilité claire. Vas-y, je te laisse élaborer sur les pistons et après on discutera peut-être Ouais, de après on Edouard Mendy si discutera ça du vous va. but, ouais. Carrément. Non, mais pour prolonger aussi ce qu'on disait avec Raph, ce qu'on se disait avec Raph pendant le match, je vais essayer de vous montrer. J'espère qu'on le voit bien. Ouais, Donc on voit bien. En bleu, j'ai calé la compo du Sénégal. Le Donc c'est un Sénégal. 4-3-3. Bon, les trois au milieu, vous les articulez comme vous voulez. Et en rouge, il y a les Pays-Bas. Donc un 3-4-1-2. Donc pareil, vous voyez les deux attaquants. L'idée, c'est que dès le coup d'envoi, en fait, avec ces systèmes, il y a une potentielle superposition. Donc vous voyez les deux attaquants des Pays-Bas
face aux deux centraux du Sénégal. Ouais. Ensuite, le trident au milieu, quelle que soit son articulation, il y a une égalité numérique. Ouais, ça match Après, il y a le une trio sénégalais, ouais. voilà. Après, donc, il y a 3 attaquants et 3 centraux. 3 attaquants sénégalais contre 3 centraux des Pays-Bas. La question, c'est qu'est-ce que tu fais de tes pistons? Voilà, les Pays-Bas jouent avec les pistons. Est-ce que tu vas les chercher, tu viens chercher ici, d'accord? Ici, donc, c'est Dumfries. Est-ce que tu viens chercher le latéral ou est-ce que tu restes? Le Qatar contre l'Équateur avait décidé de rester et a vécu un cauchemar. Et le Pays-Bas vient chercher. Donc, si tu viens chercher, qu'est-ce qui se passe ici? Si tu viens chercher, qu'est-ce qui se passe là-haut? Tu as un 3 contre 3. Vous le voyez? Ouais, c'est des 1 contre 1, Ok, ouais. voilà. Et juste Et pour donc faire un là, tu as parallèle, un Dan, contre avec un. un match que les gens ont peut-être vu, pardon, c'est le Vas-y. Danemark-France de la Ligue des Nations, il n'y a pas si longtemps Ouais. que ça. Il y avait eu le même problème pour Pavard et Ferland Mendy sur les côtés. La même question, c'est est-ce qu'on sort ou pas? Est-ce qu'on est à distance pour sortir? Et ça avait donné un match où le Danemark avait eu des phases de jeu sublimes. Je ne sais pas si vous aviez vu le match tous les deux, je pense que oui. Mais le Danemark avait dominé pas mal de séquences grâce à cet aspect. Et un milieu de terrain qui était perdu parce qu'il devait couvrir trop la largeur. Et pour Ouais. finir, donc pour finir l'explication, donc du coup, vous avez le 3 contre 3. Ici, c'est Ismail Assar et ici De Ligt. Et De Ligt, bon, c'est un central. Et le Sénégal a eu la grande intelligence de l'amener par là. Donc Ismail Assar de se décaler vers la gauche, ce qui faisait défendre De Ligt sur l'extérieur. Bon, Ouais. c'est pas un latéral, il n'est pas vraiment habitué à faire ça. À la fois avec de l'espace dans son dos, parce que les Pays-Bas essayaient de presser pour se créer des occasions, à la fois avec de l'espace dans son dos et vers le côté. Et Ouais. là on avait le fameux match-up cauchemar pour De Ligt. En fait, Mais la c'était structure ultra visible, tactique. même sur la frappe de Ismail Assar, là, celle où il prend De Ligt super vite et où tu sens que De Ligt, bah, son côté pied droit, comme tu dis, il donnait vers l'extérieur, quoi. Et exactement. Et donc, ce qui a été intéressant chez les Sénégalais, du toujours très bien organisé Aliou Cissé, c'est justement d'exploiter cette configuration-là. Après, malheureusement, j'ai trouvé que ça concrétisait pas, ça finalisait pas dans le dernier tiers. Je pense qu'évidemment, il y a l'absence de Sadio Mané, mais c'est la finalisation qui m'a manqué parce que même si tu vois un déséquilibre énorme comme on l'a vu là entre Ismail Assar et De Ligt, est-ce que ça aboutit à beaucoup d'occasions? Eh ben pas vraiment. Et donc finalement, vu que c'est le but ultime, c'est de te créer des occasions, bah, je trouve que le Sénégal a manqué un peu là-dessus. Peut-être qu'il lui manquait un milieu, un des trois milieux pour venir dans la surface, un peu plus de qualité dans le dernier geste, etc. À un moment, il y a Gana Gueye qui s'est retrouvé assez haut dans dans une phase de jeu assez intéressante et il foire complètement son contrôle, ce qui avait un petit peu été, je trouve, l'image de ce milieu très travailleur, mais qui dans le dernier tiers va manquer un peu de qualité technique pour te concrétiser éventuellement certaines actions. On a vu Gueye super haut, mais malheureusement dans le rôle, c'était compliqué pour lui, quoi. Et c'était déjà le gros axe d'amélioration à la CAN. J'ai vu sur les chats des gens qui disaient que le jeu développé par Aliou Cissé était critiqué à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors oui, après il faut se souvenir du reste du plateau, où il y avait quand même très peu d'équipes qui avaient proposé un Ok, contenu oui. intéressant. Et le Sénégal avait été une des rares équipes à vouloir prendre le ballon. C'était pas le cas de beaucoup d'équipes lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Et Mané, par contre, avait souvent décroché justement pour occuper ce rôle de meneur de jeu, parce que sur le plan technique, il est largement supérieur et qui détonne du reste des profils offensifs du Sénégal. Alors là, les deux qui ont démarré autour de Boulaïdia, c'était Ismail Assar et Crépin Diatta. Sur le 1 contre 1 qu'a mentionné Dan, sur De Ligt et Ismail Assar, il y a eu la domination au sol, mais le plus étonnant et peut-être le plus inquiétant pour De Ligt et les Pays-Bas, on en parlera sur le reste de la compétition, c'est la domination de Sarr dans les airs. Et De Ligt s'est fait manger là-dessus sur pas mal de ballons. Mais par contre, Ouais. en effet, une fois qu'il était au sol, bah, on a vu plusieurs ballons mal utilisés par Crépin Diatta. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder Monaco, c'est pas forcément une surprise, malheureusement. On a vu un Ismail Assar qui était dans le 1 contre 1, mais qui autour de lui n'avait pas forcément beaucoup d'opportunités pour combiner. Et il y a un vrai trop créatif au cœur de cette équipe sénégalaise qui, malheureusement, quand tu regardes les joueurs qui sont sur le banc, ne peut pas être solutionné. Tu fais le bilan de ceux qui sont entrés en cours de jeu. Il y a du Pape Gay, il y a du Bamba Dieng, il y a Jacobs, il y a Jackson, mais il n'y a pas de joueur qui va pouvoir se placer vraiment dans des petits espaces pour faire jouer ou même avoir cette qualité technique pour varier un peu son jeu. On peut penser à Khalilou Fadiga à une époque, qui avait une vraie patte, qui était capable de varier dans ses dernières passes. Aujourd'hui, il n'y a pas ce joueur-là. Et donc tu te retrouves avec de la percussion, avec un Boulaïdia qui s'en est bien sorti contre Van Dijk, je trouve, sur les décrochages, parce que c'était dur contre Van Dijk. Mais tu n'as pas Ouais. forcément ce lien-là.
Et en effet, on va remettre le système des Pays-Bas contre le Sénégal. Je le montre, les Pays-Bas sont toujours en rouge, mais c'est à peu près dans la zone de Jong et Berghuis, qui sont quand même des milieux que tu peux attaquer, que quand il y avait un joueur qui était là, et c'était souvent en effet Idrissa Gueye qui s'y retrouvait en soutien de Boulaïdia sur certaines séquences entre les lignes. Et d'ailleurs, certains sites spécialisés annoncent un 4-2-3 pour le Sénégal. C'était pas vraiment un 4-2-3, mais plus un 4-3-3. Mais c'était Ouais. Gueye qui se retrouvait le plus haut. Et Nampalys Mendy, qui était vraiment le milieu plus décroché avec un Kouyaté qui faisait le lien entre les deux. Mais t'as pas forcément cette qualité technique pour se retourner sur la prise de balle. Alors que contre ces Pays-Bas qui étaient très hauts, si tu arrivais vraiment à te mettre dans le sens du jeu et trouver un de tes joueurs en 1 contre 1 contre De Ligt ou Ake, ça aurait pu vite faire très mal aux Pays-Bas. Par contre, contre d'autres équipes un peu moins dotées sur ce plan-là, je pense que les 2 autres matchs de poule, le Sénégal peut avoir la maîtrise du jeu. Ça dépendra de voir, on verra contre l'Équateur ce que ça peut donner. Mais ça reste un match, je trouve, assez prometteur sur leur capacité à tenir le niveau de cette Coupe du Monde et sortir des poules. Moi, je suis content que tu aies parlé et que vous ayez parlé des entrants parce que c'est aussi un des points que j'avais noté. J'avais trouvé les entrants du Sénégal peu impactants. On pourrait dire peut-être Jacobs qui était en jambes. Le reste, je les ai trouvés soit un peu timides, soit pas très impactants. Alors qu'à l'inverse, les entrants du côté des Pays-Bas, notamment offensifs, notamment Memphis, j'ai trouvé que lui, il avait fait une entrée qui était plus impactante que ce qu'avait apporté un Bamba ou alors un Jackson qui après est somme toute assez jeune. Je dis pas qu'il est mauvais, mais l'entrée d'un Memphis, ne serait-ce que pour le travail sur le second but, après le second but, après c'est du hurrah football, ils sont tous devant, c'est facilité, mais c'est quand même un travail où il a été très proactif et je dirais que la différence est sentie là parce que j'ai trouvé qu'avant l'entrée de Memphis, le truc qui détonnait des deux équipes, c'est que les deux manquaient de qualité dans le dernier tiers, même les Pays-Bas, je trouvais. Même si Ah oui, oui, parce Gakpo que fait somme toute un bon match. les Pays-Bas, le but, c'est le premier tir cadré des Pays-Bas. Sur la totalité du match, il y a en fait il y a 15 tirs à 10, mais sur les expected goals, c'est 0, même pas 0,8 contre 0,6. Donc en fait, c'est des tirs vraiment à très faible niveau d'expected goals, donc c'est-à-dire avec très peu de chances de De passer, ouais. marquer dans des situations compliquées. Et effectivement, tu parlais des entrants du Sénégal, ça rejoint un peu ce que disait Raph. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont rentrés, mais sans apporter quelque chose de nouveau dans le profil ou dans la fonction. Et donc bon, oui, effectivement, ils auraient pu, sur un exploit, faire quelque chose, mais il n'y a pas une grosse différence. Alors que les Pays-Bas, bon, déjà, tu gagnes en talent avec Memphis. Et en plus, ça a changé la position de Gakpo, qui, pour moi, fait pas un super match, mais qui a au moins eu le mérite d'exister par certaines courses. Et Ouais, sur le but, le fait qu'il soit un peu plus, un peu plus haut sur le terrain et qu'il soit une menace comme ça dans le dos de la défense, voilà, je pense que les changements ont eu cet effet-là. Après, si le match il se termine à 0-0, il personne serait crie pas au étonnant. scandale. Ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, Alors, j'ai pensé en termes vas-y, de vas-y, Raph. profil. Excuse-moi, le joueur, il y a un joueur pour lequel 3 sélections, enfin 2 sélections pour l'instant se battent, peut-être bientôt une troisième. C'est Sofiane Diop, qui est Ouais, sénégalais, qui est marocain, qui est français, et qui lui, par contre, dans le profil, tu vois, comme ça, en soutien d'un attaquant, ou aurait fait même du bien. en partant du côté gauche, mais en venant entre les lignes, le rôle qu'il avait dans le Monaco de Kovac, où il venait entre les lignes et il faisait jouer son équipe, il aurait été vraiment parfait dans cette équipe-là, et ça explique aussi, je pense, pourquoi les sélections se battent pour lui, parce que c'est un super joueur et un profil un peu différent de la percussion que le Sénégal a déjà. Je suis d'accord. Et du coup, ça nous fait revenir, et après, je pense qu'on va pouvoir avancer gentiment sur Angleterre-Iran gentiment. Vous en avez pensé quoi sur les buts, et notamment de ce que parlait le chat, de la responsabilité d'Edouard Mendy, notamment peut-être sur sa sortie, ou alors sur le deuxième but, ou peut-être qu'il est un petit peu mou dans le renvoi de la première frappe de Depay. Bah, ça fait quelques mois que Mendy est pas au niveau qu'il a- qu'il avait lorsque le Sénégal gagne la CAN ou surtout lorsque Chelsea gagne la Ligue des Champions. Et la LDC, ouais. Euh, et effectivement, en plus, tu as l'absence d'un des tauliers, donc de Mané, il te reste Koulibaly et toi. Le fait que tu fasses une erreur pour moi sur le but, il y a à la fois pardon, Cissé, le défenseur central gauche, qui peut éventuellement être un peu plus attentif parce qu'il est assez observateur au moment, à la fois dans l'orientation de son corps, dans une certaine nonchalance. Mais c'est sûr que Mendy, voilà, il y a une trajectoire qui est mal jugée et je pense que c'est difficile de l'exenter de responsabilité sur ce but. Et sur le deuxième, après, bon, il la repousse. Je lui en veux moins sur le deuxième. Enfin, je Ouais, le je trouve que c'est considère un difficile peu de lui en moins vouloir sur le fautif. deuxième. Ouais.
Ouais, voilà, mais je pense que sur le premier, bon, en plus, t'es face à un joueur. Tu vois même que Gakpo, même si sa tête, elle est belle, il rentre un peu la tête, tu vois, il n'arrive pas pleine balle. Donc, tu es face à un joueur aussi qui est pas non plus un mec qui va te faire peur ou qui déménage. Et je trouve qu'il dégage pas comment dire, à la fois, donc mauvais jugement de la trajectoire et à la fois, il dégage pas une puissance physique quelconque sur ce coup-là. Ouais, moi c'est marrant, le deuxième me choque plus que le premier. Je trouve que Ouais, le deuxième il doit être capable de la renvoyer et que le premier elle est quand même elle est dure à ajuster. J'ai revu en plus l'action parce que je préfère un truc sur Frankie de Jong et c'est lui qui est passeur. Et t'as quand même ouais, beaucoup de courses dans la surface. T'as trois Néerlandais qui partent dans le dos de la défense sénégalaise. T'as une égalité numérique quasiment en fait dans la surface. Si tu revois l'image, il y a le latéral gauche sénégalais qui doit être Jacobs à ce moment-là, plus les deux centraux, donc Koulibaly et Cissé, qui sont contre trois Néerlandais. Et Ragbo part de loin. Il faut se rappeler que c'est quand même un gabarit particulier pour son profil. C'est un joueur qui est assez fin balle au pied, qui se met entre les lignes, qui peut percuter, mais qui fait quand même près d'un 90, il me semble. Et quand il part assez haut. Et Frankie de Jong est quand même un habitué de cette trajectoire. C'est la ouais. zone Tony Kroos. Il joue tout le temps dans la zone Tony Kroos, en fait. Ce demi-espace gauche, on parlera peut-être de la définition des demi-espaces, mais voilà, il vient dézonner un peu à gauche, il reçoit le ballon, il se met sur son pied droit et puis il enroule par-dessus. Il l'a fait d'ailleurs plusieurs fois avec le Barça ces dernières semaines. Et c'est Mhm. un ballon très difficile à juger. Le gardien, s'il sort et qu'il se rate, bah pareil, il peut passer complètement à travers. Là, il y a un joueur qui arrive lancé. C'est pour moi très très difficile de gérer ce ballon-là. Ouais, parce qu'à Le deuxième, l'inverse, s'il le sort deuxième pas, il m'étonne peut un se peu manger plus. une tête, il peut se manger une tête des ténèbres, quoi. Oui, comme pour l'Iran où le gardien a essayé de survivre et finalement il s'est mangé son partenaire, il s'est dit je vais peut-être sortir, j'arrive plus à tenir debout. Mais ouais, ça peut être ça, hein. Ok, très bien, très bien. Bah, ça fait vraiment plaisir d'en discuter, tout ça. C'est cool. Peut-être un petit mot sur De Jong, si vous avez envie d'en dire quelque chose, ou on peut passer gentiment Ah non, un mot, à on peut pas. Il Angleterre. faudra qu'on dise plus. Alors, on en reparle une prochaine fois si tu veux, mais enfin, Allez, c'est un plaisir de le voir. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Il y a beaucoup de choses. Ouais, si on dit à un petit point, allez. peut-être sur le plan du jeu, c'est que c'est une ode, ce mec, à la créativité, à l'interprétation. Et c'est typiquement le genre de joueur que tu as besoin, à qui tu as besoin de laisser de la créativité. Bah, typiquement, par exemple, sa manière de recevoir le ballon, euh, dans certaines écoles catalanes, on considérerait ça, comment dire, pas très scolaire, mais ce serait une connerie de le faire changer parce que c'est Ouais. justement sa manière de recevoir parfois de dos et de s'orienter, tu sais, avec l'extérieur de son pied droit. Voilà, juste sur ce geste-là qui est un de ses gestes signature, de faire la toupie un peu et partir sur l'extérieur du droit comme ça. Euh, c'est un joueur qui est ébouriffant parce que c'est le seul qui a fait avancer le ballon. Mhm. Il peut conduire la balle. Il revient, il a du volume et Ouais, il a une redescendez manière de bas par recevoir moment. le ballon. Il a une manière de recevoir le ballon, de la conduire, de la garder et d'être toujours dans un jeu de corps qui est assez unique en fait. Et c'est toujours un kiff de le voir jouer dans des équipes comme ça qui lui laissent un peu de liberté. Très bien. Tu voulais dire quelque chose peut-être, Raphaël? Non, si vous voulez en savoir plus sur Frankie de Jong, allez sur l'équipe.fr demain matin, il y aura un article signé Raphaël Cosmidis. Donc Parfait. c'est Eh ben, comme c'est ça, je nickel. fais une double Excellent. promo, tu vois. Excellent, bah t'as bien raison. On va parler tout de suite. Alors pour la suite du programme, les amis, j'espère. Alors déjà, je le dis dans le chat, j'espère que vous passez un bon moment, que vous aimez bien. Voilà, vous voyez un petit peu, on parle des matchs, on le fait de manière un petit peu différente de ce qui se fait habituellement sur Twitch, peut-être moins dans l'émotion, plus sur le jeu. Et ça, je trouve ça vraiment grave cool. Donc j'espère que vous passez un bon moment. Comme je l'ai dit, ce sera tout le long de la CDM de 23h à minuit après les journées de match. Donc c'est-à-dire demain, après-demain, après-après-demain et tout le reste de la semaine. Donc ce sera un vrai rendez-vous pour vous. Donc grave cool et ça fait super plaisir. Et pour le reste, bah, on va passer gentiment à Angleterre-Iran, un match où hier sur hors-jeu, j'ai voulu faire. Alors, voilà, regardez, je vous raconte un petit peu ma petite anecdote, les amis. Hier, je fais une émission de foot et on fait les pronos. Tu vois, on fait les pronos, notamment sur ce match. Et sur Angleterre-Iran, moi, je dis, allez, vas-y, tu sais quoi, l'Angleterre de Gareth Porte-Sud. J'ai jamais trop vu jouer l'Iran depuis la CDM 2018, mais vas-y, foutu pour foutu, je dis l'Iran. Donc je dis l'Iran qui va gagner. Là, je regarde les 2-11 et je vois que en Iran, je connais trois joueurs. Je connais Taremi, je connais Yann Baksh, j'en connais peut-être un autre. Et puis, en dehors de ça, sorti de ça, sur le 11, j'en connais aucun autre. Et je me dis, ça sent la connerie. Ça sent la connerie. Ce match, vous l'avez vécu comment, vous? Déjà, tu as oublié un Iranien.
Oui, qui, il me semble, évolue à l'OL, Azmoun. Oui, mais il était sur le banc. il était sur le banc, il était sur le banc, il était sur le banc. Donc il a pu ne pas y Non. penser. Ah ouais, non, c'est vrai qu'il n'est pas à l'OL, pardon, j'ai pris une faille temporelle là. Non, Ah. non, Angleterre-Iran, match qui heureusement a eu un but dans les 30 premières, Ouais, malgré l'arrêt de jeu très long après le choc entre le gardien et son défenseur central. Je pense que c'est une perf qui va nous faire voir l'Angleterre un peu trop belle, parce qu'ils ont été quand même assez efficaces sur leurs premières occasions et que ça a ouvert le match. Maintenant, il y a ouais, quand même des choses intéressantes. Je trouve que le fait de s'écarter de la défense à 3 est plutôt logique vu les armes qu'ils ont à disposition. Euh, et qu'ils ont assez bien utilisé quand même les espaces entre les lignes. On va pouvoir développer sur ce plan-là. Mais ouais. des choses intéressantes chez Mount, des choses intéressantes chez Harry Kane. À voir si Saka et Sterling seront les deux qui vont finir dans le 11 de l'Angleterre au fil des matchs. Je me pose la question sur ces deux-là. Par contre, je pense que Mount, enfin Kane, il n'y a pas de doute. Et je pense que Mount, par sa qualité entre les lignes et sa mobilité, est un grand gagnant de ce match, avec Bellingham forcément. Mais bon, quand tu vois Bellingham jouer, il suffit de regarder un match et tu te dis, bon, bah ok, d'accord. Ouais, ok, jeune homme, bah reste sur le terrain, hein, puisque tu es aussi bon que ça. C'est donc comme ça que ça se Mais passe avec vous. voilà, exactement. Le temps n'a pas le temps, comme dirait Thierry Henry. Tu vois, donc, non, non, c'est Mount et Declan Rice. On en parle très peu de ce joueur, mais il sera très très important lorsque l'Angleterre perdra le ballon contre des meilleures équipes. Et cette gestion-là, ces deux-là, Mount entre les lignes et Declan Rice à la perte de balle, je pense qu'il y a quand même deux axes majeurs pour les matchs de l'Angleterre dans les Et semaines qui viennent. Raphaël, tant qu'il voit pas Anderson sur le terrain, il est heureux de toute façon. Donc vous pouvez Non, mettre mais n'importe qui. Pas trop, Jordan. Comme j'ai taclé Zach un peu sur l'OL, ça va me parler de Liverpool là. C'est moche, hein. Arrête, arrête. Non, oui. Après, j'espère voir Trent à un moment parce que lui, tu vois, dans la qualité de centre, il aurait pu apporter des choses. Même si Trippier a un vrai pied aussi, hein. Je ne dis pas le Oui, contraire. oui, Trippier sur même la qualité sur coup de pied arrêté. Ouais, D'ailleurs, c'est quelque chose. Tu disais, moi, c'est un match qui m'intéressait beaucoup au départ parce que, en gros, donc tu as l'Iran, c'est Carlos Queiroz qui a déjà été sélectionneur de l'Iran Ouais, 2014-2018 pour les deux Coupes du Monde, qui était le sélectionneur de l'Égypte pour ceux qui ont suivi la CAN. Donc, à la canne. équipe hyper relou à jouer, ça ferme les espaces, ça va au sol, ça gagne des minutes. Donc, tu sais que ça va être dur. Normalement, tu joues une équipe de Carlos Queiroz, tu sais que ça va être dur. Sur les 6 matchs qu'il avait fait donc en 2014 et en 2018, il avait encaissé ils avaient encaissé seulement 6 buts, ok, dont en fait 3 dans un seul match contre la Bosnie, un dernier match en 2014. Mais ils avaient, et notamment en jouant l'Espagne, le Portugal, etc. en 2018, je ne sais pas si vous vous Ouais, souvenez, mais c'est une équipe, les équipes de Carlos Queiroz, alors elles enflamment pas les foules, mais elles encaissent peu de buts, ça ferme, c'est du 5-4-1 ou du 4-5-1, c'est solide, ça n'a pas peur de passer tout son match dans la surface. Donc, il y ouais, avait un c'est bien, bien truc moche, quoi. voilà, il y avait un truc qui pouvait s'annoncer chiant, mais en tout cas sur le plan tactique, il y avait un truc qui pouvait être intéressant à regarder, c'est comment tu t'en sors face à un bloc bas, quelle recette tu mets en place quand tu es l'Angleterre. Et, et moi j'ai trouvé, alors j'ai pas envie du tout de m'enflammer sur l'Angleterre, même si on oublie Ah, bien sûr. parfois que c'est une équipe qui est finaliste de l'Euro et demi-finaliste du dernier mondial. Euh, c'est quand même pas rien, mais j'ai trouvé que sur ce match-là, les Anglais avaient fait des choses intéressantes. Raphaël a parlé du jeu entre les lignes. J'ai bien aimé du jeu en triangle sur les côtés, de l'attaque de la profondeur par les côtés. J'ai de la créativité toujours sur les coups de pied arrêtés. Alors moi, je suis un passionné de coups de pied arrêtés. Et donc, à Ouais, chaque fois que je vois une équipe qui essaye, qui travaille des choses sur coups de pied arrêtés, bon, elle a des armes, effectivement. Il y a Maguire, il y a Stones. Mais c'est typiquement dans un match un peu fermé. Finalement, il ne l'a pas été. Mais ça peut être une arme. Et on l'a vu tout de suite. D'ailleurs, Maguire qui tape la barre, puis oui. la combinaison avec le but de Saka. Il y a toujours des choses à voir. Alors, même si vous n'aimez pas regarder l'Angleterre jouer, au moins concentrez-vous au moment des corners et des coups francs. Il y a toujours des trucs à regarder, des blocs, des échanges de positions. Parfois, il y a un corner sortant. Tu as l'impression qu'il est très très loin du but, mais en fait, il y a Kane qui fait un appel au deuxième poteau. Donc Maguire va pour lui remettre. En fait, tu vois, il est loin du but. Trépied le tire sortant, tire un corner sortant. Tu as Maguire qui fait la tête quasiment à l'entrée de surface. Donc tu te dis, mais c'est quoi ce corner? Il peut jamais la mettre. Mais en fait, pendant ce temps-là, il y a Kane qui allait se poster au deuxième poteau pour Et là, éventuellement tu sais que c'est reprendre pas la fait, ouais. remise, en fait.
Et donc il y a du taf comme ça et c'est une équipe que j'aime, en tout cas depuis le mondial 2018, j'aime voir à chaque fois ces matchs, même si elle a pas toujours créé des occasions comme aujourd'hui. Moi, Ouais, j'ai bien aimé un truc, j'ai trouvé qu'ils ont été très variés dans leurs attaques et j'ai bien aimé le rôle de Kane et surtout la variété qu'ils avaient dans les profils offensifs. Quand après avoir du coup commencé avec Saka, Sterling, Kane, Mount, tu peux faire rentrer Foden, Grealish, Rashford. Et c'est là que tu te dis waouh, dans les profils et dans la manière d'attaquer, ils ont vraiment du monde à faire valoir et surtout le rôle de Kane, mais à la patte, j'ai kiffé sur le but notamment de Sterling avec le travail qu'il fait face à l'Iranien pour ensuite délivrer ce superbe centre. J'ai adoré. Alors je parie que ici là, il y en a beaucoup qui avaient mis Kane buteur ou qui avaient parié ce genre de choses. Mais au-delà de Kane buteur, le Kane créateur, bah franchement, j'ai adoré et j'ai beaucoup aimé le rôle qu'il avait et la manière dont ils ont joué face à une équipe qui avait franchement du mal à enchaîner 3 passes, si on doit être tout à fait honnête. J'ai trouvé que ça a été une des clés pour un peu ouvrir cette équipe, quoi. Au-delà des coups de pied arrêtés. Je te donne une stat sur l'Iran pour rebondir sur ce que tu disais sur les passes. Zach, à la 60e minute, ils avaient fait 83 passes. Je me souviens parce que j'ai vu le compteur s'afficher à l'écran et je me suis dit, ah, après, c'est quand même plus d'une passe par minute, ce qui n'était pas forcément l'impression qu'on avait lorsqu'on a regardé le match, tu vois. Donc, non, mais C'est oui, vraiment forcément. famélique, 83 passes. Mais on le savait, pour ceux qui se rappellent de Argentine-Iran 2014, match que Messi débloque en toute fin de rencontre. Ouais, C'était déjà le même genre d'idée. Ce que tu as dit sur Kane, c'est vrai. De toute façon, c'est son développement majeur depuis 2018. 2018, c'était un buteur. Et depuis, c'est peut-être le meilleur passeur de Première Ligue si tu comptes pas les latéraux de Liverpool. Donc ça, avec De Bruyne, évidemment. Donc ça fait une grosse différence. Je vais juste montrer comment les deux équipes s'organisaient. let's Donc là, go, on a le let's bloc. go. On a le bloc 5-4-1 de l'Iran en rouge, évidemment. Alors là, vous avez un pion noir. On voit pas vraiment qu'il est noir, mais c'est le ballon qui est juste là. Je vais le mettre dans les pieds de John Stones, qui est celui qui l'utilise le mieux. Et l'Angleterre, c'était censé être un 4-2-3-1. Donc là, avec Bellingham et Rice, là, tu as les deux latéraux. Et puis après, tu vas voir Saka, Sterling et Mount, donc censé être en retrait de Kane. Mais dans les faits, ça s'est pas vraiment animé comme ça, parce que Mount s'est souvent mis dans cet espace-là, Ouais, demi-espace-là. Et en fait, à chaque fois que le ballon allait dans les pieds ici de Trippier ou de Saka, tu avais Bellingham qui s'engageait ici dans le bloc iranien. Et c'est ça qui a souvent apporté à l'Angleterre et qui a permis, notamment sur le centre, si vous vous rappelez du centre, il y a 5 joueurs de l'Angleterre dans la surface ouais. contre la ligne de 5 de l'Iran et Bellingham qui arrive du coup lancé. Et ça, c'est un truc plutôt bien qu'ils ont fait. Et je suis curieux de voir s'ils vont continuer à se développer dans ces espaces-là, dans le jeu entre les lignes. Kane t'en a parlé, c'est un joueur qui décroche très bien et qui du coup peut apporter beaucoup pour permettre à Sterling ou Saka, des joueurs attirés par le but, de se projeter dans la surface. Et c'est pour ça qu'un Et joueur la comme Rashford peut complémentarité aussi être intéressant. avec Bellingham aussi, c'est-à-dire que les Ouais. projections de Bellingham dont tu parlais, ça se complète parfaitement avec les décrochages de Kane. Et on a même envie de voir ça face à une équipe qui joue un peu moins bloc bas, où Kane ferait sortir un central. Effectivement, c'est une Mais des après, curiosités que tu as envie de revoir. sur ce que je disais sur Rice, c'est que s'ils ont besoin d'engager autant de joueurs et de manière aussi verticale dans la surface, qu'est-ce qui se passe quand tu perds le ballon contre une meilleure équipe que l'Iran? Parce que Rice a tout nettoyé dans ces zones-là. Il a été très fort sur le contre-pressing, il a gratté beaucoup de ballons parce qu'il a un tel volume de jeu et il est tellement fort sur les distances, genre 20-30 mètres, sortir, couvrir un mec, gratter le ballon dans ses pieds, repartir proprement. Qu'est-ce qui se passe quand tu as Trippier qui est en train de centrer là, que tu as 5 joueurs, que tu as Rice un peu tout seul au cœur du jeu, Luke Shaw qui est là, et Maguire et Stones pour gérer une transition? Moi, je me pose un peu des questions sur Ah cette ben, je vais te Angleterre-là qui dire, est ce qui se creux. passe, Tu vois, ce qui se passe, vas-y, c'est dis-moi. qu'ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire. Et c'est non, mais c'est la spéciale Southgate, Oui, c'est-à-dire mais que alors qui dans y les gros retire? matchs, Qui y retire? Est-ce qu'ils rajoutent un milieu et ils non, retirent un des 4 attaquants? c'est pas forcément Ou une histoire ils mettent Walker, à la place d'un des latéraux relativement offensifs et ils font un truc à 3 où Walker reste là et t'as Saka qui est là et on va dire Luke Shaw à l'opposé et Sterling qui vient intérieur, tu vois. Ce qui veut dire En que fait, t'as une base un peu en 3+1. c'est aussi le nombre de joueurs que tu as derrière le ballon. Et il y a des matchs où même ton arrière gauche, même si c'est Luke Shaw, il y a des matchs je me souviens du dernier Euro où il démarre beaucoup d'actions assez bas. Il n'était pas Ouais, en c'est train pas. d'attaquer très haut comme on l'a vu aujourd'hui. Et donc, effectivement, il y a le Walker. Et d'ailleurs, Walker, c'est aussi un mec qui peut bien te rattraper les coups Ah oui, si bien jamais sûr. tu dois gérer la Avec ce capitaine transition. athlétique, oui, 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 il te Ah non, gère des grosses mais il est distances. dans le 11, je pense, quand il sera en forme et qu'un gros match, il est forcément dans le 11, hein. Ouais.
Ouais, forcément, je suis d'accord avec toi. Et en fait, Southgate, souvent, c'est aussi pour ça qu'il a été décrié aussi par les spectateurs neutres. C'est que ces matchs, il fait baisser le rythme. Il y a pas mal de monde derrière le ballon. Il y a peu d'événements dans le match, donc assez peu d'occasions. Et il a réussi. Il a eu quand même des bons résultats comme ça. Alors peut-être qu'il peut avoir une révélation, mais moi j'ai du mal à l'imaginer jouer comme ça sur les gros matchs pour les raisons qu'a exposé Raphaël. Je vois, je vois. Mais moi, en tout cas, juste un truc pour revenir rapidement sur Bellingham, moi, les trucs que j'aime bien, c'est qu'il a attaqué la surface de la même manière que je l'ai vu attaquer la surface et qu'il l'a mené à marquer plusieurs buts en LDC cette saison, notamment contre City. Et je crois que du coup, il marque 4 journées d'affilée, quelque chose comme ça. Et en fait, la manière dont il attaque la surface, ne serait-ce que même sur son but qui débloque là de la tête, c'est fait d'une manière tellement intelligente avec Rice derrière en couverture que franchement, à 19 ans et à ton premier match de CDM envoyer ça, je crois que c'est le deuxième scoreur le plus jeune de l'histoire de l'Angleterre en CDM. Ça m'a réellement impressionné, mais très très fort. Ouais, et Ah puis, bah enfin, écoute, je suis d'accord avec toi, hein. c'est encore un mélange de taille, de technique, de capacité athlétique. Quand je dis capacité athlétique, c'est pas juste être costaud, c'est courir vite, c'est être capable de changer de rythme. Il y a un moment où, au bord de la surface, il élimine un joueur, il arrive à rentrer dans la surface. Tu vois, c'est un peu les nouveaux joueurs un peu cyborgs, là où on se demande ce qu'ils savent pas faire. Et j'ai l'impression pour faire le parallèle un peu avec le basket, tu vois, c'est comme si d'un coup, t'as Wembanyama qui arrive dans le foot. Tu te dis, mais Ouais, sur ouais, ouais. Bellingham, dans quel domaine tu vas aller l'embêter? Et c'est des joueurs comme ça qui sont de plus en plus embêtants. Le plus étonnant chez lui, c'est qu'il n'a pas eu besoin d'arriver à 22, 23 ans, 24 ans, comme par exemple Valverde au Real, où tu te dis, ah ouais, ça y est, le mec explose, il a compris tout ce qu'il fallait comprendre, il s'est un peu varié son jeu. Non, lui, il a 18, 19 ans et déjà, il a toutes ces choses-là. Et c'est particulièrement étonnant. Et sa tête, c'est un geste technique de haut niveau, une projection de haut niveau, et un truc qui te débloque un match. Et ça, je sais pas où il en sera dans 4-5 ans, mais tu vois, quand on pense aux derniers milieux qui ont fait cette impression sur le côté talent total, footballeur total, c'est Pogba quand il explose à la Juve sur les premières saisons. Ouais. Il y a peu de Moi, joueurs moi, qui ont eu un tel truc. ouais, moi, récemment, en milieu comme ça, jeune, qui m'ont fait un effet un tout petit peu avant lui, et même pas forcément les servants dans le même registre, c'était Pedri, tu vois. Genre, Pedri aussi, il m'avait mis une Ouais. claque similaire. Avec Pedri, un profil vraiment identifié, tu vois. C'est-à-dire que tu sais Ouais, sur plus quoi il est fort. spécifique, plus resserré son profil Pedri quand même par rapport à Bellingham, où tu as l'impression que Bellingham, tu peux lui donner. En fait, si tu es un club, tu le recrutes et tu as l'impression que quel que soit le coach que tu vas prendre, ben, en fait, ça va marcher avec Ouais, Bellingham. Euh, Quel que soit le rôle que tu vas lui donner au milieu, enfin, c'est quand même un mec qui est à l'aise sous pression, c'est quand même un mec qui peut jouer les transitions, c'est un mec qui se projette, qui a un volume physique aussi et un volume de course important. Euh, donc effectivement, t'as un joueur où tu as envie de lui dire maintenant, c'est quoi ton défaut? Alors, il a eu deux, trois petites sautes de concentration. Il y a eu une perte de balle devant sa surface à un moment dans le match. Bon, tu mm, dis, ouf, il a des trucs sur lesquels il peut ouais. progresser. Même Declan Rice perd une ou deux balles sous pression qui donnent Mm. des sortes d'occases pour les Iraniens. Mais effectivement, c'était Ouais, un des des points. sortes d'occasions, Zach. Tu fais bien de le dire comme ça, parce que ouais, C'est bien dit. ils ont mis 2 buts, hein. Ils ont mis 2 buts, mais c'est vrai que tu te dis, mais à un moment du match, tu te dis, mais c'est impossible qu'ils en mettent un, et ils en mettent deux. À la Mais quarantième Taremi minute t'en du sors temps une sur rien additionnel. quand même, hein. ah ouais, c'est vrai que franchement, tu mets un doublé en Coupe du Monde, bon, t'en prends 6, mais t'as mis un doublé en Coupe du Monde, tu vois. C'est l'aspect positif. Mais moi, Bellingham, il fait vraiment penser, pour ceux qui ont eu l'occasion de voir des anciens matchs ou qui sont plus vieux que nous, à l'arrivée des Néerlandais dans les années 80-90 avec leur profil où c'était trop dur de trouver des points faibles. Par exemple, Rijkaard qui pouvait jouer 6, 8, central, Gullit qui pouvait jouer 10, qui pouvait jouer devant, où tu as l'impression Ouais. qu'ils ont tout. Et que c'est un espèce de. C'est Cell, tu sais, quand il a absorbé tout le monde. Et tu fais, bah, tu sais faire ça aussi. Ah, tu sais faire ça aussi. Mais ça, tu sais le Ah, ça faire. aussi, Ah c'est dans ta oui, palette. d'accord. Bah écoute, bah, tu vois, et c'est un peu cet aspect-là. Alors là, on s'enflamme un peu parce qu'il est sur une Bordel, série j'ai pas depuis la qu'il est ref, arrivé à putain, je Dortmund. suis vieux. Bah, tu vois, c'était. Voilà. Au revoir, DBZ, Dan. À DBZ, bientôt. DBZ. Allez, bonne soirée Euh, à tous. Après, Salut. faudra voir quand il y aura un. Parce que là, c'est un joueur qui a connu aucune mauvaise série, quasiment Bellingham. Faudra voir quand tout le monde l'aura vu et qu'il aura explosé et qu'il aura un peu un trou d'air. Je lui souhaite pas, mais ça va arriver forcément, hein. Ça a été le Ça cas sur arrivera, tous les ça talents arrivera. du Ah, ça monde. arrivera, c'est sûr. Mais là, s'il fait 5-6 matchs comme ça, bon, les quarts ou les demi sont pas trop loin, quoi.
OK. Eh ben, écoute, nickel, on a bien parlé de ce match. Ça va nous permettre de pouvoir aborder la dernière partie de l'émission gentiment avec, un regard vers l'avenir. On aurait aimé peut-être parler d'Angleterre, Pays de Galles. Allez, peut-être on y lâchera un petit mot à la fin. Mais là, je cache pas que j'ai très, très hâte parce que on va parler de l'entrée en lice, du coup, de l'équipe de France. Il y a eu, si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui, une des dernières oppositions, qui nous a permis de voir, du coup, l'éventuel compo qui risque d'être affiché et proposé par Didier Deschamps demain. Je vais vous l'afficher dans quelques instants, mais avant de l'afficher, bon, bah, je vous en parle à l'oral, mais c'est quelque chose qui était de toute manière attendu. Donc, il me semble que c'était, même s'il a affirmé que Varane était en forme, ça allait être effectivement Varane, Upamecano, Lucas Hernandez, Pavard comme en 2018, Rabiot, Chouameni et les quatre offensifs de Mbappé à Griezmann en passant par Dembélé et Giroud devant. On peut également discuter de la blessure de Benzema, mais il y a cette compo. Ce premier match face à des Australiens qui, eux, ont beaucoup de joueurs qui reviennent de blessures et ont un style de jeu qui est assez affirmé vers le physique et les duels. Vous en pensez quoi, a priori, de cette compo et de cette composition, notamment avec quatre offensifs? Et comme on en discutait peut-être un petit peu dans la conve plus tôt, est-ce que vous pensez que ça se tenait sur la durée? Quelles étaient vos réflexions, vous, sur cette composition? Moi, personnellement, si je peux me permettre pour démarrer, c'est une composition que je trouve assez positive et j'aime bien le duo Upamecano-Konaté, la prise de risque qu'il est prêt à prendre sur celui-ci, dans la mesure où les deux se connaissent, où Upamecano, cette saison au Bayern, a montré une progression sur ses sauts de concentration et où je me dis aussi que la qualité à la relance d'un Upamecano est rentrée peut-être dans son calcul pour pouvoir peut-être avancer le ballon face à un milieu qui risque d'avoir des problèmes peut-être créatifs face à un bloc assez bas, tandis qu'un Upamecano qui peut avancer des fois balle au pied peut peut-être apporter à des moments des surnombres dans l'axe et aider à créer la différence avec quatre offensifs qui derrière ont la qualité derrière pour apporter quelque chose. Voilà, c'était mon court avis sur la compo. Je Qu'est-ce vous que tu écoute. entends par la prise de risque Konaté ou Pamecano? Parce que tu penses que, parce que si Varane est sur le flanc, tu penses que l'alternative, parce que tu l'imaginais d'abord mettre Saliba et qu'est-ce qui te fait dire que c'est une prise de risque? Alors en fait, pour C'est pas moi, dans je le l'ai jeu dit, d'Upamecano, tu veux dire? ouais, en fait, la prise de risque, elle venait plutôt du fait que Upamecano avait ses sautes de concentration qui sont peut-être quelque chose qui est risqué aux yeux de Didier Deschamps. Mais pour moi, en fait, si tu veux, Saliba, il était hors du calcul pour une raison, c'est son jeu de tête, son jeu aérien. Son jeu aérien qui, je trouve, est son défaut principal. Et dans une compétition où peut-être 30% des buts sont marqués sur coup de pied arrêté, 30 ou 40, je sais pas c'est quoi la stat, Absolument. mais une grosse... Même Voilà, tu si vois. Deschamps avait dit il est bon de la tête à un moment dans une interview, mais c'était avant qu'il le regarde suffisamment pour dire le contraire, je pense, pour bien comprendre. Après, Voilà. c'est ça. Après, rappelez-vous, dans une interview aussi, Raymond Domenech avait dit que Toulalan frappait bien de loin, ce qui était vrai parce qu'il frappait tout le temps sur la barre et que c'est pour ça qu'il le faisait frapper qu'il le laissait frapper. Mais ça faisait tout le temps la barre. Bah, tu dois t'en rappeler en tant que Lyonnais, Zach, il y avait tout le temps des frappes de la barre de Toulalan. Ouais, Donc c'est vrai que les tout le temps, entraîneurs, tout le quand ils temps. sont en entraînement avec les mecs, ils voient des trucs que nous, peut-être, on ne voit pas parce que la reproductivité pardon, en match est beaucoup plus faible. On ne peut pas Ouais. avoir 15 frappes de Toulalan dans le même match. Mais apparemment, Toulalan avait une super frappe qui est peut-être très malchanceux, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, le Konaté Upamecano, avec leurs automatismes de 4 ans à Leipzig, plus une progression dans le sens, ça va, ça va. Je trouve que c'est pas autant un risque que ça en réalité. Et moi, je le trouve même plutôt cohérent en fait. Voilà, pour être tout à fait honnête. Moi, l'interrogation que j'ai par rapport à ça, Raph, je sais pas ce que tu en penses, et Zach aussi, je me demande qui va jouer axe gauche. C'est quand même, alors c'est deux joueurs qui ont joué axe gauche. Konaté, la dernière fois en club, c'était en mai contre Southampton. Et Ouais, il avait joué aussi avec l'équipe de France, il avait joué là en juin. En fait, il joue là, Konaté, quand Matip est titulaire avec lui et Matip joue plutôt à droite. à droite, ouais. Alors, Upamecano, il joue plus souvent axe gauche ces derniers temps parce que quand Pavard est titu en défense centrale, c'est Upamecano qui prend l'axe gauche. Donc, c'est 6 fois récemment là. Et il le faisait Euh, souvent déjà à Leipzig, Dan, axe gauche, voilà, Upamecano. et c'est ce que j'allais dire. Et donc, comme en plus, il avait l'habitude de le faire à Leipzig et aussi récemment, ça me paraîtrait cohérent de le mettre axe gauche. Mais je ne sais pas comment ça va se dessiner. Euh, Après, sur la compo, écoute, tu peux dire déjà une chose, c'est que bon, t'as le doudou, système doudou de Deschamps, c'est-à-dire 4-2-3-1 euh, avec Griezmann derrière l'attaquant, même si on sait que d'après les infos de nos reporters sur place, Griezmann
va un peu descendre et faire le troisième milieu, mais c'est une propension naturelle qu'il a, mais en tout cas, c'est assez acté visiblement vu les dernières infos qu'on a. Ouais, Euh, et après, bon, je pense que comme tu es contre l'Australie, Deschamps se dit, bon, allez, je vais pas chercher à faire mon vrai 4-4-2 fétiche avec sur les côtés un offensif et un défensif. Matuidi, Mbappé, Payet, Sissoko, Rabiot, Coman, enfin, on en a vu plein. on Donc il en a se vu dit, des je mets à vertes la et des pas fois, mûres. voilà. Donc il se dit, je vais mettre Mbappé et Dembélé. Tu joues contre l'Australie, une équipe qui va se regrouper. Tu te dis que tu as besoin de la présence de Giroud, que ça décale un peu Mbappé sur son côté préférentiel. Après, la question Dembélé ou Coman, moi, je trouve que Coman est un joueur plus fiable et un joueur de meilleure Ouais, qualité. je suis Après, d'accord. voilà, je suis pas aux entraînements. Et la Il a, dernière il a- il a question, peu joué cette saison. C'est surtout ça, Dan. voilà. Je pense qu'il a trop peu joué cette saison pour Oui, mais démarrer bon, l'Euro. Konaté et Lucas Hernandez aussi, tu vois, tu pourrais dire ça. Et pourtant, Oui, mais tu- voilà, moi, la oui, dernière oui. question, et je te laisse la parole, Raph, la dernière question, c'est celle des latéraux. Dans quel état ils sont, à quel point ils peuvent apporter quelque chose. Tu as quand même une base solide parce que Pavard et Lucas Hernandez, c'est quand même des joueurs qui ont l'habitude même de jouer central parfois. Bah, Pavard régulièrement ces derniers temps, même si c'est pas le plus fiable défensivement. On se souvient de la Coupe du Monde 2018. Donc tu peux te dire, voilà, ça te libère, tu as 4 offensifs et tu as une base solide derrière. Pour jouer l'Australie, ça devrait aller. Après, pour moi, il joue pas comme ça, il peut pas jouer comme ça toute la compétition. Bah, en tout cas, moi, j'ai du mal à y croire. Mais je peux me tromper, mais je vois pas Deschamps jouer avec 4 offensifs en ayant à la fois Dembélé et Mbappé sur les côtés. Euh, Moi, je peine à y croire. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pareil pour toi, Raph? Bah, alors, il y a déjà un truc qui, c'est très personnel, me satisfait, c'est que l'équipe ne jouera pas en losange. Non pas que j'ai des choses contre le losange, parce que j'adore ce système, mais lorsque l'équipe de France a joué en losange, ça a toujours été très très dur défensivement. Ça a été très Ouais, très dur sans le ballon, parce que on sait bien quand tu presses haut le losange, mais une fois que tu n'arrives pas à presser haut ou que ton pressing haut est cassé, c'est très dur de retrouver une organisation qui te permet de défendre correctement sur la largeur. On a vu avec le PSG, qui joue souvent en losange, ces derniers temps, depuis que c'est repassé à 4 derrière. Et une fois que tes 3 attaquants sont éliminés, et si un de tes 3 attaquants n'a pas envie de revenir faire le repli défensif, ou si dans ton plan de jeu, tu veux justement le laisser très haut pour jouer la carotte, ce qui était déjà le cas de Mbappé en 2018, hein, rappelez-vous, il venait pas dans la ligne des milieux défendre avec les autres, ben, tu hmm. vas souffrir. Donc contre l'Australie, ce sera peut-être pas grave, mais comme disait Dan, j'ai du mal à du coup voir ça sur le long terme, et notamment sur des matchs éliminatoires contre des grosses nations, de se dire soit on va jouer en losange, soit on va jouer avec ces 4 attaquants-là. Pourquoi? Parce Puis que même, le si losange, tu fais des, il te faut des mecs forts pour animer les côtés. Pavard pour animer le côté. ouais, en plus. Et si tu préfères Lucas Hernandez, bah, tu perds un peu l'aspect offensif de Théo. Donc c'est une raison de plus, en effet, comme tu le disais, de ne pas aller en losange. Après, la deuxième chose, c'est si tu pars avec ces 4-là, si on se projette au-delà de l'Australie, parce que c'est un match que l'équipe de France doit gagner quoi qu'il en soit, Oui. c'est si tu as Mbappé et Dembélé sur les côtés, ça veut dire que tu es obligé de faire défendre Mbappé. Parce que sinon, il faut que tu fasses un glissement, comme c'était le cas en 2018, où Matuidi était un milieu gauche, mais qui revenait défendre à côté de Kanté et Pogba, pardon. Et Griezmann venait un peu plus bas, et tu avais Mbappé qui était plus haut, Giroud qui revenait un petit peu, et tu avais ces 3 milieux-là. Si tu as Mbappé et Dembélé, qui tu fais redescendre? Griezmann qui défendrait avec les autres du milieu. Ça veut dire que Griezmann doit descendre de sa position axiale pour venir être relieur gauche ou relieur droit, et que du coup Rabiot, Chouamini doivent devenir 6. C'est pas le même glissement que faire glisser un mec qui part du côté pour venir fermer avec le Ouais, milieu, tu vois. Alors que ah, Matuidi, je suis c'était d'accord. naturel. Il partait de son côté gauche, il venait se rapprocher de Kanté, hop, c'était bon. Mais si c'est Griezmann qui doit venir redescendre avec les deux autres milieux de terrain, c'est très très. Enfin, je pense que c'est beaucoup moins naturel et beaucoup moins facile à mettre en place. Et c'est pour ça que, comme les Zidane, je pense que le troisième, enfin quatrième attaquant sera un Rabiot, voire un Guendouzi qui finalement avec l'OM joue haut et tu vois et après court pour défendre. Oui, Mais parce qu'il Donc y a tu une penses, question. ou un Kamavinga, hein. Pourquoi pas un Kamavinga qui jouerait dans le rôle de Matuidi. Après tout, il a des talents offensifs, il peut Ouais, revenir mais défendre. pardon, hein, ça va pas en fait, ça colle pas parce que j'ai une question pour toi, Zach. Tu prends le ouais, quatre dis-moi. deux trois 1 Coupe du Monde 2018, ok? Ouais, je l'ai en tête. Donc Mbappé à droite, Matuidi à gauche, Griezmann derrière Oui, Giroud. Si tu dis, on fait la même chose sauf que maintenant Mbappé joue à gauche, parce tu me que c'est sa suis? zone maintenant. Ouais. Oui, oui. Voilà, maintenant c'est sa zone.
Qui est le Matuidi de la droite? Bah, c'est la question. Parce que moi, le Matuidi de la droite, je vois pas Rabiot ou je vois pas ni Guendouzi s'y coller sur ce rôle à droite. Ça me fait un petit peu de mal T'as et c'est là où je pense tout le casse-tête de Deschamps, en fait. as Rabiot faux pied, mais ça veut dire que Rabiot, tu le sors du double Du pivot. du Bon, double pivot pourquoi pour pas. peut-être y insérer Et Fofana, ouais. mais tu le fais jouer côté droit, alors pour se replier bien sûr, mais tu le fais jouer côté droit en étant gaucher. Tu as l'option offensive, celle qu'on voit contre l'Australie, mais on l'imagine difficilement sur la durée. Tu as Mmh. éventuellement Guendouzi, comme le disait Raph. Tu aurais pu avoir, je pense que Tolisso, il peut avoir des regrets monumentaux parce que s'il était au niveau physique, athlétique, la place de Lui titulaire, elle et est pour Dan, lui. avec une autre carrière, ça aurait été Thomas Lemar. Thomas Lemar côté gauche avec une autre carrière, c'est lui qui aurait pu tenir Ouais, ce rôle-là, tu ouais, vois? ouais, Même totalement, côté droit, parce totalement, qu'il l'a joué un totalement. peu côté droit Ouais. avec Simeone. Donc Avec même à Patrice. cette... Donc on cherche. Répondez, je sais pas ce que vous en pensez sur. Ah, on nous dit voilà Gendouzi, ouais, mais il s'appelle Alex OM13, donc je peux comprendre. Mais on cherche Forcément, il est on content, le cherche le frérot, il est content. Matuidi 2018 Regarde, tu vois, à Dan, il droite. cherche les problèmes, hein. Ça aura pris 58 minutes, il cherche les problèmes, Dan, déjà. Non, mais voilà, on cherche ce mec-là. Et c'est pour ça que moi, je me dis, est-ce que ça va pas finir par mettre Mbappé dans les deux de devant, avoir double pivot, Rabiot dans le rôle de Matuidi, et ton offensif toujours à droite comme en 2018, mais ce serait Coman ou Dembélé. Et dans ce cas-là, il y a Giroud qui saute. Est-ce que c'est Non, pas ça? ou alors, C'est qu'un Dan, c'est ce 4-4-2 qui se avec passe. Griezmann et Mbappé devant? Bah, comme c'était avant le retour de Benzema. Ouais, Moi, C'était ça, hein. je vois plus, alors, bataille Vas-y, Raph. d'opinion, le perdant sera exécuté. Je vois plus un Dembélé qui sort du 11 parce qu'il frustre Deschamps par ses choix. Oui. ouais. Et pas que Griezmann qui Deschamps, nous glisse, tous. Griezmann qui glisse axe droit, Mbappé axe gauche, Giroud en pointe, et Griezmann qui défend côté droit. Et avec Tu tu peux mets répéter, trois s'il te milieux, plaît? tu mets un Rabiot, Ouais, mais bah, je vous 4-3-3 le du montre. coup. Donc, oui, oui, je vous le montre. Bah, là, on a le système actuel, donc en Ouais. bleu, avec là, t'auras Mbappé, t'auras Dembélé, t'auras Griezmann ici, et t'auras Giroud. Et moi, je pense que si tu as un match contre une grosse équipe et que tu fais pas trop confiance à cette organisation-là, bah Dembélé, il est au revoir. Il y a un milieu en plus. Tu fais glisser Griezmann ici, Mbappé ici, et tu Mais peux ça avoir un signifie milieu de deux terrain, choses. passer le ballon. Et là, tu vas avoir Chouameni, Rabiot, Fofana, par exemple, ou Chouameni, Rabiot, Guendouzi, peu importe qui est le Ouais. troisième milieu, sachant que Chouameni et Rabiot sont visiblement les deux premiers dans la tête de Deschamps. Mais tu as un troisième qui est là, Chouameni qui va tenir le rôle de 6 parce qu'il sait le faire, c'est ce qu'il fait au Real. Et puis Ouais. tu as ces Griezmann et Mbappé qui sont derrière Giroud. Alors tu vas manquer de largeur, Bah mais ouais, c'est ce que j'allais dire. Je veux dire, même si surtout tes Griezmann latéraux peut, sont pas offensifs. j'allais dire, même si Après, à la Griezmann Coupe du peut Monde, animer parfois dans ses zones à l'Atleti, j'ai du mal à le voir jouer un peu à droite comme ça, même s'il Souvenez-vous faudra à pas. après la Coupe l'Euro, du Monde, on a dit ça à la Coupe du Monde, mais Lucas Hernandez a centré pour Pavard contre l'Argentine. Donc on n'est jamais à l'abri de surprises avec on n'est l'équipe jamais de à France et l'abri Deschamps. d'un miracle. Alors qu'ils étaient interdits de passer la ligne de monter tous les deux ensemble, rappelons-le, ils étaient censés, quand un monte, l'autre reste. Mais pour poursuivre ce que tu disais, Raph, ça veut dire que 4-3, bon, à peu près 4-3-3, on va dire, avec Oui, Griezmann qui rentre intérieur. Mais ça, on l'avait vu, souvenez-vous, au début de l'Euro. Et ça avait été très compliqué pour Griezmann. Il y a un monde où Bah ouais. Griezmann sort du 11, mais je le crois difficilement parce que Deschamps, c'est son chouchou. De toute façon, c'est le seul mec entre le milieu et l'attaque qui peut venir un peu dans l'axe, en tout cas qui a l'habitude de le faire. Dembélé dans Ouais. du parce temps de qu'il a pas, Dortmund, parce mais qu'il, parce qu'il, parce qu'il a pas pris Enzo Lefebvre, hein, j'étais obligé de le placer. ah non, Raph, laisse-nous tranquille. Non, mais donc, Je voulais le mettre, donc mon il y a petit ce, il y a Enzo. ce pro- il y a ce problème-là. Il y a aussi le fait que à droite, l'arrière droit, ce soit Pavard, soit Koundé, donc pas un mec habitué à prendre la largeur. Et Zach, tu le disais très bien. Si on imagine Griezmann partir du côté droit et venir, qui pour occuper la largeur à droite? Bah ouais, c'est ça, en Qui fait, il y pour a venir, personne qui il y a pas de bouffeur même de pour faire ligne, un tu vois? leurre? Sauf si tu dis que tu mets Guendouzi en relayeur droit et que lui est capable d'aller chercher cette zone-là. Moi, ça me paraît, C'est un ça me paraît casse-tête qui est compliqué. Et surtout, ça va te vraiment faire finir standard en pour de losange, Raph, et tu seras pas content, hein. Ouais, mais non, mais tu pourras défendre en 4-4-2. C'est le système quand même préférentiel de Deschamps pour défendre. C'est pour ça que je te parle de Griezmann qui jouerait ce rôle d'intérieur droit en possession et excentré droit sans le ballon. Mais je sais pas ce que tu en On pensais, sent que Zach, t'es tu pas avais l'air de vouloir convaincu. rebondir sur nous. Ah,
Après, c'est ce que j'allais dire, parce que quelqu'un le dit dans le chat, et aussi quelque chose que j'ai l'habitude de voir, mais Coman, c'est pas le plus, on va dire, avare en pressing et en effort défensif. Donc, c'est bien sûr qu'il aura jamais de rôle à la Matuidi, mais tu te dis pas que lui, il pourrait un peu stabiliser un côté en jouant dans une sorte de 4-2-3-1, tu vois, dans une sorte d'ailier droitier qui colle la ligne, qui centre, qui anime le côté, qui back up un petit peu le milieu. Tu te dis pas qu'il y a un monde où ça pourrait être ça, même s'il prend Dembouz pour le premier match? Ouais, moi j'y crois comme un défensivement, mais il faut il puisse venir être capable de défendre dans une ligne de 3 au milieu. Et ça, est-ce qu'il est capable de le faire? Comme la France l'avait fait contre l'Argentine en 2018 avec Matuidi, Pogba, Kanté, qui, si vous vous rappelez bien, avait mangé Banega et compagnie Oui. sur le fil du match. Est-ce que Coman peut venir défendre dans un rôle de relayeur droit, par exemple? Je... On verra, Je sais pas, peut-être, dans la mesure où mais il a Oui, déjà parce joué que c'est pas un piston repli à dans 4. ce... Oui, parce qu'en c'est ça, fait, ouais, peut-être moi, pas un Zach, repli je à suis 4, d'accord avec ouais. toi sur les efforts, mais si tu dis il est milieu droit d'un milieu à 4, tu te dis bon, ça va, c'est un ailier qui fait le travail, il s'est pressé, il sait se replier, il a beaucoup, beaucoup de volume, il a toujours eu. Sauf que là, vu que dans la config dont on parle, ton milieu gauche théorique, c'est Mbappé, donc tu ne défends pas à 4, tu vas défendre à 3, comme l'expliquait Raph. Néant. Donc il faut un mec qui rentre un peu intérieur. Et ça veut dire que tu apprends limite un nouveau poste à Coman, comme ça sur la Coupe du Monde. Pour ça que j'ai Non, du c'est mal trop à y dur. croire. On nous dit dans le chat comment on fait si Grisou se blesse. Alors, pour le coup, si Grisou se blesse, ça devient très clair, hein. Ça te résume une partie 4-4-2, des soucis, limite. Mbappé, Giroud devant, Coman, Rabiot, Tchouaméni, Fofana, et enfin Coman, Rabiot ou Dembélé, Rabiot. Et là, tu as la touche des champs. Là, on est dans le 2018. Il sera heureux, je D'ailleurs, pense. Enfin, il sera pas il heureux me de perdre semble que Griezmann, mais ce sera clair, quoi. l'équipe de France fait encore des triples séances à Griezmann à l'heure dont on parle pour justement qu'il soit pas dispo pour le premier match pour avoir moins de soucis sur l'organisation, tu vois. Non, non, mais oui, parfois il y a des blessures qui règlent des problèmes, mais c'est l'agencement Griezmann-Giroud-Mbappé qui te met en difficulté par rapport à ce que l'équipe de France veut faire, qui t'interroge sur comment ça va défendre. Contre l'Australie, ce sera pas forcément un problème parce que je pense que tu vas avoir le ballon tout le temps, quasiment, comme ça avait été le cas en 2018. Par contre, à partir du match contre le Danemark, où là le Danemark va essayer de casser ton pressing ou de casser ton bloc, on verra vraiment comment l'équipe de France veut et peut défendre. Ce sera le révélateur, comme on dit. Oh là là. Vraiment, dès le match contre moi, je sais pas pour vous, mais ce match contre le Danemark, qui va être une sorte de passage au révélateur, il me fout un peu les chocottes, hein. Ah bah Bah, ouais, ça je suis dépend. Après, d'accord. il faut qu'il y ait de l'enjeu. Il faut qu'il y ait de l'enjeu sur le match aussi. C'est ça le souci. Oui, mais Enfin, l'enjeu, tu l'auras c'est forcément, c'est le deuxième match. Australie-Danemark. Ah, pardon, C'est le là, deuxième je match, confondais le lors des matchs. France-Danemark. Ouais, 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 Donc je tu l'as confondais avec forcément, c'est 2018 ça où qui est cool et c'est c'était le ça qui dernier. fait peur. Ouais, je suis d'accord, Zach. Moi, j'ai une question par rapport à quelque chose dont on va discuter rapidement, parce que c'est quelque chose qui a été débattu et tout, et il y a eu plein d'avis qui se sont opposés. Pour vous, alors c'est compliqué, je pense, à répondre, mais pour vous, la blessure de Karim, c'est un casse-tête supplémentaire ou ça a aussi résolu des soucis? En fait, c'est difficile de dire ça parce que c'est le Ballon d'Or, joueur extraordinaire, qui a quand même fait une grosse Ligue des Nations, tout ça. Mais moi, j'ai jamais trouvé que le trio Mbappé, Griezmann, Benzema avait été hyper prolifique, même si de temps en temps ça percutait, ça changeait, pardon, de position, ça envoyait des fois Griezmann bizarre sur un côté, comme à l'Euro, comme tu l'as noté, c'était hyper voyant contre l'Allemagne notamment. Et j'ai trouvé que ce trio-là n'avait jamais trop fonctionné, alors que le retour au Giroud, Mbappé, Griezmann, c'est un truc qui me semblait plus maîtrisé, plus classique et peut-être plus complémentaire dans les profils, parce que ça évite à Benzema et Griezmann de se bouffer. Vous en pensez quoi, vous, de cette blessure? Casse-tête, peut-être au final pas une si grosse catastrophe? C'est quoi votre avis? Non, mais enfin, tu l'as dit, Isaac, le souci, c'est que si t'as Benzema, t'as pas besoin de Griezmann. Enfin, pas de ce Griezmann-là. Et Ouais, je suis si t'as d'accord. Benzema, tu peux jouer dans un 4-3-3 avec Mbappé, Benzema et Dembélé ou Coman. Mais tu as la question du statut et de l'historique et de ce que représente chacun des joueurs. Mais Benzema peut faire le 9 et peut faire le 10. Donc en Ouais. fait, c'est un 4-2-3-1 à lui tout seul, Benzema. Il peut venir décrocher pour combiner, il peut être présent dans la surface parce que depuis quelques années, dans le jeu de tête, il est devenu un des meilleurs joueurs du monde. Et le souci,
c'est même pas Benzema et Mbappé, c'est Benzema et Griezmann dans ce qu'ils apportent balle au pied et dans le manque Ah de ouais. course dans la profondeur quand tu as Griezmann et Benzema ensemble. Donc ça règle les problèmes de Griezmann plus que ça ne règle les problèmes de l'équipe de France dans l'ensemble, je pense. D'accord. Dan, t'en penses quoi? Après, sur le manque de enfin, moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Raph. Après, je pense pas que ce soit une bonne nouvelle. Tu perds un joueur qui est capable, encore plus là, ces dernières années, qui est capable de gagner des matchs qui sont mal embarqués par des choses incroyables, par des gestes qui vont donner au score une tournure que le contenu n'allait pas lui donner. Et donc bah, je me dis, est-ce que tu préfères jouer avec Benzema ou sans Benzema dans un tournoi en plus comme ça? C'est très clair que c'est une mauvaise nouvelle qui parte. Après, sur les zones dont parlait Raph, les zones occupées avec Griezmann, il a raison. Mais si c'est pour le remplacer par Giroud, alors ça, pour les zones de Griezmann, c'est pas de problème, mais pour les courses en Ouais. profondeur, il restera que Mbappé, mais c'est pas Giroud qui va te les régler. Et je pense pour moi, l'avantage éventuel que ça peut avoir, c'est que Giroud, tu, tu peux le mettre sur le banc et garder ton Griezmann chouchou et garder Mbappé et faire une attaque à deux avec un troisième offensif dans le 4-4-2 dont on parlait. Alors que si tu avais Benzema, à partir du moment où tu dis Griezmann, pour des raisons de statut, de vécu en équipe de France, et aussi parce qu'il a souvent été bon dans les compétitions quand même, là, pour le coup, tu peux pas en mettre, si tu pars de là, tu peux pas en mettre un des trois sur le banc. Et donc, tu étais un peu en galère, surtout si tu as Ouais. renoncé au 3-5-2, tu vois. Pour moi, c'est ça, c'est juste une question de statut. Peut-être que voilà, Giroud, il va commencer. Il y aura des moments où Deschamps osera le mettre sur le banc et faire une formule un peu plus défensive, ce qu'il n'aurait pas pu se permettre avec Benzema, à mon avis. Oh là là. Vraiment, moi, je te le dis, genre, franchement, c'est vrai que j'espère que le mieux de Griezmann qu'on a pu voir ces dernières semaines à Atlético va se retranscrire aussi en EDF. Parce que paradoxalement, c'est vrai que quand il était des fois pas bon au Barça, l'équipe de France lui faisait cette petite bouffée d'air. Mais après, j'ai trouvé aussi que quand il a eu continué à slump un petit peu et à être de moins en moins bon, même en équipe de France, ça se ressentait, surtout époque Ligue des Nations, où je trouvais que des fois, il me faisait de la peine. C'était devenu genre une sorte de machine à tacle. Qui apportait plus énormément de choses offensivement, je trouvais, et ça me faisait peine à voir. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que ce match de demain, je pense qu'on va gagner, mais le casse-tête est tellement insoluble, enfin compliqué, je pense, par rapport au Danemark, que j'ai hâte qu'on en débriefe. Tu vois, j'ai hâte qu'on soit après France-Danemark ou avant, en tout cas, et qu'on puisse se dire, ok, donc par rapport à tout ce qu'on disait, c'est ça, tu vois, qui est sur lequel Deschamps est parti, tu vois. Et bah ouais, bah, on a hâte. Bah, déjà demain, on a le débrief de France-Australie qui nous occupera une bonne partie de l'émission, je Oui, pense. Et puis après, en fait, les matchs arrivent vite, hein. C'est France-Danemark, c'est samedi. Donc Et, effectivement, on et on on aura va, vu, on et va on vite aura se vu le Danemark projeter. demain en plus. On aura vu le Oui, oui, Danemark demain, le Danemark. donc on en saura Danemark-Tunisie, un peu ouais. plus sur le Danemark. Donc, ouais, non, mais ce Danemark-là dans la poule, je pense, va quand même aider l'équipe de France pour la suite de la compète, s'il y a une suite à la compète. À la différence d'autres poules dans le passé où t'as pas forcément eu d'équipes qui ont permis de te savoir un peu de ce que ça allait donner la suite. Bah, par exemple, le France-Danemark de 2018, comme il n'avait pas d'enjeu, il n'avait pas servi à grand chose. Et le 0-0, on va pas en reparler du match, hein. C'était très très difficile. Ça avait Mais permis à c'était certains pour de ceux faire un match qui, de Coupe du ouais, Monde. c'était un autre Danemark avec un autre sélectionneur, un autre jeu, rien à voir en plus. Là, c'est un Oui, les deux Danemark équipes. beaucoup plus cool à voir. Ça vaut le coup si vous pouvez voir le match du Danemark demain, de le mater. Ouais, ouais, donc Non, non, mais demain, il va ça falloir le promet pas. mater. C'est notre métier, donc on est plutôt bien là-dessus. Et ben je suis bien d'accord et on aura hâte de checker ce match du Danemark et également d'en reparler demain soir. Et ben écoutez, ça va faire une belle heure qu'on est ensemble. Je vous l'avais dit, 1 heure à parler foot, ça passe extrêmement vite et on a pu discuter un petit peu de l'équipe de France, des choses qu'on attendait et également débriefer de Angleterre-Iran et de ce fabuleux Sénégal-Pays-Bas qui a été mon match préféré aujourd'hui. Bon, on peut parler également peut-être de la jeunesse états-unienne qui a livré une première mi-temps avec
des jambes de feu, bien que ça s'était un petit peu tari en seconde, mais j'ai apprécié ça et j'ai apprécié également l'affaire. Je vous remercie, Dan. Merci à toi de nous avoir accompagnés aujourd'hui, même à toi Et également, Raphaël. ben, Ça vous fait plaisir un petit peu c'était cette cool. première? Eh ben, écoute, Ouais, bah, c'était merci à c'était toi, Zach. top. Ça fait plaisir de parler foot et de parler foot avec vous 2 et non, c'était vraiment très cool. Eh Merci et ben, c'est merci aux gens super. sur le chat, hein. Il y a pas mal de messages là, j'ai essayé tu vois, de rester concentré, de bien suivre. Ouais. C'est cool, c'est cool. Il y a des avis, il y a des formules qui émergent, et il y a des défenseurs du profil offensif de Pavard. Enfin, il y a beaucoup de choses dans le chat. Il y a de tout et de rien, il y a de tout et de rien, on aime bien. Raphaël, ça t'a fait plaisir également, c'est une de tes premières peut-être sur Twitch ou pas? Disons une première sur Twitch, de façon professionnelle, oui, oui, on s'est tous un peu amusés sur Twitch avec des amis, tu vois? Mais avec le technicien français, le vainqueur de l'Espagne, le tombeur, le mec qui a rempli J'envoie, oui, c'était ma première et c'est vrai que c'est un autre monde, hein. Là, si on Tu voulait un l'as joueur de apprécié cette profondeur, attaque ou pas? non, 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 mais je sais pas pourquoi Didier t'a pas appelé comme 26e pour nous apporter un peu de profondeur en attaque, parce que je t'ai vu claquer des appels, c'était quelque chose, hein, À vous l'appel, il ça a est un peu propre. bouleversé tout le monde. L'appel, il est propre. Après, le problème, c'est que le ballon, parfois, va trop vite pour certains joueurs, tu vois? Et là, c'est là que c'est allé un peu vite. Mais, heu, mais j'espère qu'il y aura un match retour et que tu feras vibrer, Bernabéu ou je ne sais quel stade, chez eux. D'ici là, on va peut-être un peu bosser sur la prépa. Viens sur mes séances au Red Star, Zach, il y a pas de souci, je t'accueille. Tu viens Allez, avec let's les go. 14, il y a aucun problème. Let's go. Merci à toi, Raph, d'avoir sorti la formule qui va maintenant me dédouaner. Je suis pas trop lent, c'est le ballon qui va trop vite. Donc, Exactement. on vous remercie d'avoir suivi cette première. Vous l'avez capté, vous pourrez nous trouver tous les soirs de match de la CDM, 23h minuit sur l'équipe FR. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain où on pourra débrief du coup l'équipe de France, le Danemark et plein de choses à venir. Et on vous souhaite une bonne fin de soirée. À demain. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.